16 janvier 2023, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire de la municipalité, oui, Jacques Demers, et le directeur général, M. Marc Marin. On a un autre bloc d'entrevue qui a déjà été réalisé un peu plus tôt dans lequel on parle du CPE et d'une excellente nouvelle qui a été reçue pour ce projet-là à Sainte-Catherine-de-Hatley, la CPTAQ qui a donné son accord pour le changement de zonage. Alors, allez écouter ce bloc-là si la chose vous intéresse. Dans celui-ci, on va parler entre autres de différents travaux qui sont à venir, mais en ouverture, c'est tout ce processus imposé par le gouvernement provincial aux municipalités du Québec, dans lequel il y a tout un par zone, dans chaque municipalité, un règlement nécessaire pour savoir si dans telle zone, on peut, oui ou non, louer sa résidence principale via Airbnb et autres plateformes touristiques du genre. Et donc, les étapes sont longues, sont lourdes, sont multiples. Il y en a une première qui vient d'être franchie. On a tenu une assemblée publique. Monsieur Marin, nous dire tout d'abord, est-ce qu'il y avait des gens à l'assemblée publique en question et puis qu'est-ce qui en est ressorti? Donc, on était rendu, comme vous dites, à l'étape avant le deuxième projet. On doit faire une assemblée publique de consultation. On a eu une personne de présente. On a publicisé, pareil, depuis 2 mois qu'on fait de la publicité pour cette assemblée-là. Donc, il faut savoir avec que la modification du projet de loi qui nous est imposée pour le 23 mars, c'est que les gens doivent se prononcer par une signature de registre s'ils sont pour avoir de l'hébergement touristique. Donc, les gens qui ne se déplacent pas, c'est comme s'ils continueraient, parce qu'à Sainte-Catherine-de-Hatley, c'est interdit. Donc, l'hébergement touristique dans les résidences principales. Et donc, les gens qui ne se déplacent pas, c'est qu'ils consentent de continuer comme ça, d'être interdits. Donc, on a mis un petit tableau, là, justement, pour vraiment expliquer. Parce que normalement, quand tu vas pour signer un registre, tu vas pour dire que tu es contre un règlement. Là, c'est complètement le contraire parce que c'est nous imposé par le projet de loi. Et en plus, il faut la moitié de signature pour ce projet de loi-là. Puis la signature du registre va se faire le 21 février. D'ici là, vous allez avoir des avis publics. Comme vous disiez, c'est un règlement par zone. Ici, on a 98 zones. Dans 98, je mentionnais 94 en ouverture. Et non, il y en a 4 qui s'est permis. Donc, okay. Donc, les zones C1 et C4 correspondent au centre de la municipalité. Et les 94 zones sont interdites. Donc, il va en faire 94 règlements, 94 avis publics. Et dans l'avis public de chaque zone, il va être mentionné le nombre de personnes qu'il faut pour que le registre passe et qu'il y ait une... Est-ce qu'on a, M. Marais, est-ce que ça fonctionne, j'imagine, par pourcentage au niveau de la population de la zone en question? Oui. C'est quoi, là? Donnez-nous, êtes-vous à même de nous donner un exemple concret à partir d'une des zones chez vous? Ou... Bien, c'est que j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a un calcul, c'est le nombre de résidents par zone, plus les zones contiguës à cette zone-là, additionné, soustrayer 25, multiplié par 10 plus 13. Puis, ils nous ont donné qu'il faut le diviser par, il faut multiplier par 50 divisé par 2. On ne peut pas, le minimum, c'est 13 dans une ouverture de registre. Donc, en étant à 50 il y a minimum de 7 personnes. Oui, il va y avoir des zones de 7, il va y avoir des zones peut-être de 20, de 25. Ça, c'est pour chaque zone. Donc, ça ne veut pas dire qu'une zone, si le registre est accepté, les autres zones, s'ils n'ont pas le nombre qu'il faut dans leur zone, le règlement va pouvoir passer. Donc, c'est un beau calcul, là. C'est un beau calcul. Et là, on comprend que pour l'instant, au centre-ville, ça, c'est permis et ça va demeurer permis. Mais après ça, dans les différentes zones, s'il y en a juste une, deux pour lesquelles les citoyens se mobilisent, par exemple, et veulent avoir ça, et donc là, il faut leur permettre. Et ça risque à moyen, long terme de créer un peu de confusion dans la municipalité si on a 2, 3 zones éparses un peu partout sur le territoire. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. Bien, on est plutôt habitué en zonage, c'est toujours un peu ça. En zone agricole, on sait là où on a le droit de mettre des poulaillers, où
on va mettre des cochons? Au niveau industriel, c'est la même chose. C'est pareil dans ce cas-là. C'est que s'il y a des zones qui tiennent à en avoir, ils vont pouvoir en avoir. Ce qui est bien que je trouve dans le processus, c'est que les citoyens vont pouvoir vraiment s'exprimer sur le dossier. On le fait à la grandeur. On voit que plusieurs municipalités sont en train de le faire ou l'ont déjà fait. Mais il faut l'expliquer. Puis les gens qui veulent venir au prochain conseil municipal, ce qui est quand même le 6 février, pourraient encore avoir toutes les explications nécessaires. S'il y en a qui se questionnent, qui ne se gênent pas de venir nous voir, on va leur donner l'explication. C'est quand même pas un processus qu'on a l'habitude. Puis vous voyez qu'avec le calcul qui vient d'être expliqué, je pense que ce n'est pas la méthode la plus simple pour que les gens comprennent exactement ce qui se passe. Ça fait qu'on en parle, essayons de donner l'explication. C'est que ceux qui veulent de la location à court terme, suivez le dossier de près, c'est maintenant que ça se passe, là. Et donc, oui, le 21 février prochain, même s'il y avait très peu de personnes à la consultation publique, les registres seront ouverts pour les 94 zones ou les 98 zones. Est-ce que même pour les 94 zones ou pour l'instant, c'est interdit? Et là, il faudra se déplacer si et seulement si vous voulez avoir de la location touristique dans votre zone à vous. Mais, M. Demers, je retourne avec vous parce que justement, vous êtes voisin de deux municipalités un peu plus grandes, Magog d'un côté, Sherbrooke de l'autre. Magog, interdiction partout. Sherbrooke, permission partout. On est complètement ailleurs, deux mondes. Comment vous réagissez déjà à la base là, à cette diversité-là? Oui, bien, du côté de Magog, il faut s'entendre qu'il y avait déjà des zones dans lesquelles c'était permis, ça reste permis. Mais dans toutes les autres zones où ça ne l'était pas, ils viennent de terminer leur processus et aucune de ces zones-là ne se rajoute à la permission. Au contraire, ils vont rester avec l'interdiction de la location à court terme. Du côté de Sherbrooke, déjà, on fait l'annonce qu'eux ne faisaient pas ce processus-là, donc allaient le permettre. Ce que je souhaite, c'est évidemment, on a des lacs, il y a des endroits où ces municipalités-là se touchent directement. Souhaitons qu'à ces endroits-là, il y aura aussi une bonne gestion parce que le bruit, le lac et tout ça, on le sait que la tranquillité puis la location à court terme, ça amène souvent des gens qui sont là pour la fête, qui sont là pour une activité festive. Or, donc, il y a ces limites-là qu'il va falloir regarder comme de la façon que ça se produit, mais il y a aussi beaucoup d'obligations d'accréditation. Ce n'est pas si simple que de dire demain matin, ça sera permis. Il y a des vérifications qui vont devoir être faites aussi de ce côté-là. Et à travers tout ça, là, il y a de quoi qui moi, me chicote un peu, c'est que, quand même, d'après ce que je comprends, dans le règlement qui vous est demandé de la part du gouvernement provincial, ça concerne vraiment et uniquement les résidences principales. Chez vous, il y a des chalets, il y a des résidences secondaires, et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, les locations problématiques à court terme peuvent arriver passablement plus dans une résidence secondaire où justement, tu n'es pas là à l'année longue et tu te permets de le louer une fin de semaine, une semaine ou je ne sais pas quoi. Si c'est ta résidence principale, tu vis dedans, c'est la définition même, là. Alors, pourquoi chez vous l'interdiction comme ça si quelqu'un dans une zone X, Y, Z part 2 semaines par année puis se dit, ben, tiens, je vais louer ma maison 2 semaines dans l'année? Bien, déjà, quand on parle de 2 semaines ou on parlerait d'un mois, quelqu'un quitte un mois ou deux, bien oui, là, il y a des possibilités de louer passer 30 jours. Puis c'est rarement problématique. C'est que dans le passé, on a eu des problèmes importants de location à court terme. Ce qui est toujours en train d'être compliqué à l'intérieur de ce dossier-là, c'est de définir la résidence principale. Est-ce que quelqu'un qui déciderait du jour au lendemain qu'il va habiter chez sa copine, sa résidence principale, il aimait à louer à court terme de façon régulière, puis il dit « Oh, belle rentabilité à aller faire là ». Évidemment, il y a de l'argent à faire sur de la location à court terme, on ne peut pas cacher ça. La raison pourquoi que là, on va vers le citoyen en disant « Choisissez, si vous autres dans votre secteur, vous en voulez, vous aurez un choix ». Mais en même temps, il y a des conséquences qu'on a vécues à certains endroits que les citoyens nous ont suffisamment exprimées à Sainte-Catherine, puis il y a des factures d'avocats dans ces dossiers-là qui sont exprimées de façon assez sévère aussi, qui nous ont fait comprendre que de la location à court terme, c'est difficile à gérer pour nous.
C'est pour ça qu'on Et l'interdiction. vous aviez, dans ce cas-là, là, tout particulièrement, je me souviens, on en a déjà parlé ensemble dans les entrevues là, de ce litige-là qui est allé avec les avocats et tout ça. Dans ce cas-là, vous aviez donc de la difficulté à prouver que c'était une résidence secondaire ou que c'était une résidence principale. Est-ce que ça, c'était un enjeu ou si c'était clairement une résidence secondaire? Ce qui voudrait Ben, dire que dans le cadre du règlement présent, ça servirait même à rien, là, puisque ça comprenez ce que Dans je veux ce dire. cas-là, c'était de toute façon interdit. Que ça aurait été une principale ou une secondaire, ça ne changeait rien. Nous, OK. quand on parle de zonage au niveau de la municipalité, si on permet un secteur, normalement, que ce soit une résidence secondaire ou principale, le zonage s'applique à tout le monde. C'est particulier de vouloir, dans ce règlement-là, commencer à identifier ce qui est une résidence principale. Parce qu'il y a énormément de personnes à Sainte-Catherine, comme vous le disiez, peut-être 30 de nos résidences sont des gens qui ont d'autres résidences. S'ils décident que la résidence principale devient celle de Sainte-Catherine et la secondaire, c'est le condo qui est à Montréal ou la maison sur la rive sud, ben, du jour au lendemain, ils pourraient faire de la location à Sainte-Catherine de cette résidence-là. C'est là-dessus qu'on dit non, non. On a vu comment c'était compliqué à gérer. À la base, la municipalité dit non, mais à ça, on autorise par le processus qu'on fait de dire si les citoyens disent non, non, la municipalité, on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place, nous, on veut que ça soit permis, bien, ceux qui le pensent auront droit au registre puis au référendum qui suivra. De cette façon-là, enfin, les citoyens peuvent décider dans leur quartier, dans leur milieu, quel genre de vie qu'ils veulent avoir par la suite, là. Monsieur Marin, je me tourne vers vous pour la conclusion. Là, juste le rappel, dans le fond, des dates, la date de l'ouverture du registre et la date de fermeture du registre, parce que j'imagine que ça ne dure pas simplement une journée. Oui, ça dure une journée. Oui, parce qu'on n'a pas des grosses zones. Dépendamment de la grosseur de la zone, ça va 1, 2 ou 3 journées. L'autre, c'est une journée. C'est de 9 h à 9 h en continuité. Et je vais avoir un adjoint qui va être nommé encore par avis public dans les prochaines semaines. Donc, la date, c'est le 6 de février. Les 94 règlements vont être disponibles. Les 94, le lendemain, les 94 avis publics qui déterminent le numéro de la zone et le nombre de personnes qui est nécessaire pour l'ouverture par la suite d'un référendum. Puis, bien sûr, l'avis public pour le 21 février va être avec mentionné là, que c'est là la journée. Ça va être bien sûr à la mairie, là, que les gens peuvent se déplacer s'ils sont intéressés à avoir de l'hébergement touristique dans la résidence principale. Parce que l'hébergement touristique dans les résidences secondaires, c'est interdit à Saint-Étienne, à Sainte-Catherine, excusez, Saint-Étienne avant. Et le gouvernement ne se mêle pas de cette partie-là. Il se mêle dans les résidences principales parce qu'il y avait eu de la pression il y a 2 ans. Puis on dit dans 2 ans, les gens décideront s'ils veulent continuer à pas en avoir. Et dernière chose, M. Marin, le 21 février, est-ce que les gens doivent absolument se déplacer? Est-ce qu'ils peuvent mandater quelqu'un s'ils sont à l'extérieur de la municipalité? Est-ce qu'ils peuvent téléphoner? Non, c'est comme la loi, ça fait partie de la loi sur les élections, les référendums. Les gens doivent se déplacer avec une preuve d'identité. Donc, les preuves normales qu'on trouve, permis de conduire, passeport, ainsi de suite, pour venir signer le registre. Et il y a des règles. C'est les mêmes règles. Là. Il faut qu'il y ait tant de temps qu'il demeure dans la municipalité. C'est les mêmes règles que serait une élection partielle ou totale. Là. Parfait. Merci bien. Donc, voilà qui met fin à ce deuxième bloc d'entrevue, pardon. Je vous rappelle, chers auditeurs, que je vous mets en lien, là, tout juste en dessous de cette vidéo YouTube, le lien vers le site web de la municipalité pour avoir la page dont M. Marin parlait tantôt, avec les détails et tout ça. Et les dates importantes, le 21 février, la date importante, si vous voulez signer le registre en vue d'avoir de la location permise sur votre résidence principale dans votre zone seulement. Au microphone, Rémi Perra.